et enseignant-chercheur senior à l'Université de Kinshasa et à l'Université catholique du Congo. Il est également secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, projet, et membre effectif de l'Association pour l'anthropologie du changement social et du développement à APAD. Il est auteur de plusieurs articles et ouvrages sur la gouvernance foncière, la délivrance du service public, l'État et la politique carcérale. Il s'intéresse particulièrement aux études de la sécurité, comme tout à l'heure, sur la paix, sur la gestion des conflits. Dans ses livres, Michel Bissa a signé un article qui fait la sociologie, la sociopolitique, la socio-anthropologie, la socio-économie, la sociodémographie des groupes armés. Vous comprendrez mieux tous ces termes techniques à travers son intervention. Et comme vous les lirez dans les documents qui nous ont été remis, la majorité de ces productions scientifiques est accessible en ligne sur www.michelbissa.com. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, je vous remercie. Je voudrais avant toute chose d'abord remercier aussi la Fondation Friedrich Ebert parce que nous sommes bités à un sérieux problème, c'est le problème de l'accessibilité aux moyens pour faire effectivement la connaissance, la recherche, mais aussi pour vulgariser cette connaissance-là. Alors, il y a un constat dans notre pays, c'est que l'état de connaissances scientifiques réelles est faible. Je peux dire que dans tous les domaines, nous continuons à utiliser les données des années 50, 60. C'est comme ça que toutes les données de base sur le Congo vraiment ont vieilli. Les débits du fleuve Congo, on continue à enseigner les gens que c'est régulier alors que ce n'est pas régulier. La quantité de nos forêts, on n'a pas en tout cas des données certifiées. Dans tous les domaines, l'état de connaissance a vieilli. Nous ne savons même plus quel est le chenal qu'il faut prendre dans le fleuve parce que nous n'avons plus des outils de mesure. Deuxième observation que je voulais faire, c'est par rapport aux connaissances. Beaucoup de gens se plaignent par rapport aux connaissances endogènes sur l'état de notre pays. Et hier, je réfléchissais encore avec un collègue pour lui dire que traditionnellement au Congo, la connaissance, ce n'était pas quelque chose qu'on mettait à la portée de tout le monde. Ce n'est pas la culture occidentale où la science est vulgarisée, propagée. Au Congo de nos ancêtres, la connaissance était réservée aux castes, à des groupes de personnes. Lorsque vous appartenez à ces groupes, on vous amène dans la case d'initiation, on vous transmet les connaissances et c'était des domaines de secret. On ne les partageait pas. Et cette culture a eu quand même de survivance jusqu'à ces jours. Donc voilà. Mais maintenant, je vais essayer d'y aller petit à petit pour vous présenter les livres. Je voudrais encore le dire que pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici à la fois les scientifiques, mais aussi le monde des médias. Je voudrais parler de la société civile parce que nous avons un sérieux problème de dialogue entre scientifiques et société civile. Deuxième raison de ma joie, c'est le fait que cette cérémonie scientifique, le vernissage de ces livres sur les groupes armés et développement en RDC, se tient ici même à Kinshasa, capitale de notre pays. C'est très important parce que la plupart du temps, lorsque nous voulons parler du Congo, surtout de l'angoisse sécuritaire, c'est dans des salons internationaux, nous sommes en Belgique, en France et tout, et très peu ici chez nous-mêmes. Et puis enfin, je suis satisfait parce que je suis co-auteur de ces livres. Donc, mon propos va se diviser autour de 3 points. Je vais essayer de vous présenter le corps de ces livres. Donc, le livre est là, chacun d'entre vous va l'avoir, où se trouve son cerveau, où se trouve son cœur, où se trouve son sexe. Ensuite, je vous parlerai de son âme, puis je clôturerai avec son esprit. Quel est l'esprit de ces livres? À chaque fois, je vais essayer de circonscrire mon propos dans le contexte de l'Est, dans les textes des auteurs, dans les prétextes, qu'est-ce qui conduit, et surtout nous allons nous projeter dans les post-textes. Mais comme nous sommes ici, vous allez souffrir que j'adopte vraiment un langage congolais, et de temps en temps, j'essaierai de parler avec mon cœur.
pas seulement avec ma tête. Alors, quel est le corps de ce livre? Le livre que nous vous présentons aujourd'hui est intitulé « Groupes armés et développement dans l'Est du Congo ». Groupes armés et développement. Ça paraît un peu contradictoire. Et ici, on a étudié les dynamiques, enjeux et les perspectives. Il est né aux éditions de la Fondation Friedrich Ebert. Il faut reconnaître que cette fondation FES a déjà une culture éditoriale dans beaucoup de pays. En dehors, ils ont déjà des éditions. Peut-être qu'ici, chez nous, nous sommes les pionniers. Et l'ouvrage a 198 pages. Il s'agit de contributions de 15 enseignants-chercheurs congolais. Nous sommes 15 enseignants-chercheurs congolais et quelques membres de la société civile actifs, notamment dans le processus de Nairobi et tout, qui y ont aussi contribué. Ces chercheurs nous viennent des institutions en majorité de l'Est, mais aussi de l'Ouest du pays. Il s'agit de l'Université catholique de Bukavu, qui nous a donné 3 chercheurs qui ont contribué, l'ISDER Bukavu, l'Université officielle de Goma et Lugom, l'Université officielle de Bukavu, IOB, l'Université de Kinshasa, et donc il faut toujours joindre l'Université catholique du Congo, l'ISP Bukavu, l'Université évangélique d'Afrique centrale qui a donné la préface, parce que c'est le professeur Dr Denis Mukwege qui a préfacé ce livre. Et donc ça, c'était les 4 pages de couverture. La présentation des contributeurs se trouve à la page 6, la table des matières, page 7, le sigle et abréviation à la page 11, la préface du professeur Dr Denis Mukwege, page 11 à 12, l'introduction du professeur Pierre Morer qui part de 13 à 26. À la page 13-26, en tout cas, il donne dans cette introduction l'idée maîtresse du livre et l'annexe qui reprend la liste cartographique de 237 groupes armés actuellement présents à l'est de la RDC. Alors là-bas, vous allez voir cette cartographie de la page 195 à 198 et la conclusion signée par le professeur Joël Baraka Akilimali de la page 187 à 194. En soulignant ce stade que notre recensement indique 121 groupes armés actifs au nord Kivu et 116 groupes armés actifs au sud Kivu. En d'autres termes, c'est lorsqu'on est face à cette mosaïque de groupes armés actifs qui sont là, prenons conscience que l'État a perdu le monopole de la violence légitime. Les États étaient créés au début pour avoir le monopole d'être violents. Mais là, nous avons vraiment des gens qui non seulement concurrencent aujourd'hui l'État sur le terrain de la violence, mais encore très intéressant, nous le dirons plus tard, l'État va même en partenariat avec ces groupes pour les Wazalendo, c'est la configuration de ça. L'ouvrage a donc 8 chapitres, bien équilibrés au sein de 3 parties traitant successivement. La première partie est intitulée « Vers un ordre politico-sécuritaire dans la démobilisation, réinsertion des anciens combattants ici des groupes armés en RDC ». Ici, les auteurs veulent questionner la nature de ce qu'on appelle démobilisation, réinsertion régulièrement. Et vous le savez que ça a été le véhicule par lequel Kinshasa aujourd'hui essaie de dire qu'il y a eu des infiltrations massives, de tout. Et au moment où nous parlons, depuis 2022, on a relancé encore un processus intitulé Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Et ce nouveau programme est géré par la MONUSCO aujourd'hui. Mais là encore, on a questionné ces programmes. Donc vous trouvez là-bas un chapitre qui revient sur l'approche emploi-formation pour la réinsertion des ex-combattants. C'est le professeur Mufungizi qui revient pour montrer comment est-ce que le Kivu a finalement obtenu de la valeur sécuritaire. Il y a un business autour de ces programmes de démobilisation. Ce sont les mêmes individus qui étaient démobilisés, remobilisés, redémobilisés. On les retrouve parce que lorsque vous venez avec un programme du genre $100, l'arme contre $100. Mais la personne peut aller fabriquer des armes chez les forgerons pour venir avoir les $100. Donc il y a tout un business
qui va se développer derrière ces éléments, et ce sont les mêmes individus qui peuplent encore les groupes armés qui reviennent. Alors, le professeur Thomas Foura Mwangala se pose la question si le PDDRCS et l'angoissante question des enfants soldats, qui revient encore en masse régulièrement, la marchandisation de la violence. Nous avons le processus dit de Nairobi, vous le connaissez, il y a un télescopage avec le processus de Luanda. C'est ce processus de Nairobi qui va nous conduire vers East African Community. Et puis, on va encore se tourner vers le processus de Luanda avec la SADC. Et là-dedans, il pose la question sur les perspectives et l'utilité de la paix. En fait, petit à petit, les auteurs se posent la question, devons-nous continuer à courir derrière la paix? Est-ce que la démocratie congolaise doit-elle considérer nécessairement des piliers paix? Ou est-ce qu'il ne faut pas maintenant changer pour courir derrière la puissance, par exemple? Construire un État bien gouverné. Alors, nous avons aussi les limites de réponse judiciaire à l'activisme des groupes armés au Nord Kivu, qui est développé par mes collègues Albéric Kambale et Arnaud Nyaluma, qui se pose la question finalement sur les limites des mécanismes juridiques officiels, judiciaires. Vous avez suivi les débats d'actualité aujourd'hui sur la peine de mort. Alors, mais tout le monde peut se poser la question. La guerre, c'est une entreprise de mort. Lorsque quelqu'un va en guerre, il a déjà accepté de mourir. Il sait qu'il va là-bas, il a beaucoup de chances de mourir. Et s'il sort de là vivant, c'est une exception. Et s'il n'a pas gagné la guerre, c'est-à-dire qu'il deviendra la victime de ses bourreaux. Alors, comment est-ce qu'on peut penser que la peine de mort peut mettre fin à la mort? Ça, c'est ce genre de questions qui sont posées. Puis la deuxième partie du livre questionne les essais épistémologiques et axiologiques de la recherche. On y a deux chapitres majeurs. Le chapitre de Michel Bissa, moi-même, qui fait à la fois la sociopolitique, la socio-économie, la sociodémographie et la socio-anthropologie des groupes armés. Et on essaye de voir comment est-ce qu'ils composent ces groupes armés. Ils viennent d'où? Ils ont qui comme parents? Ils épousent qui comme femmes? Ils gagnent quoi comme argent? Ils sont dans quel système politique au niveau du pays? C'est tout cela. Puis Joël Baraka Kilimali, qui revient sur des questions éthiques, et on a parlé ici de positionnalité des chercheurs face à l'objet d'étude. Donc la neutralité axiologique du chercheur. Enfin, la dernière partie du livre, ce sont les dynamiques des groupes armés au Sud Kivu et au Nord Kivu. Les leçons récentes et les implications pour l'autorité de l'État. On y a deux chapitres majeurs. La conservation militarisée et mobilisation armée dans les parcs. On a là-bas aujourd'hui, même au moment où nous parlons, je passe au Kaousi-Biega, non, à Virunga, non, qui vous s'accépite, mais au Kaousi-Biega, le prof Pierre Moret a dit tout ce qui se passe là. Et puis Romain Loablocha, Ferrus, Symbiose, ce sont quatre qui vont revenir sur l'activisme des ADF et les défis pour le développement humain. Est-ce que les ADF existent encore, tel qu'on le connaissait au début, comme un groupe ougandais et tout? Et en réalité, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un autre groupe qui porte ce nom-là. Et puis, il y a l'activité des Ougandais qui a pour conséquence de déplacer l'épicentre de ces ADF. Alors, la majorité des enseignants-chercheurs vivent et travaillent dans les Kivu ensanglantés et enflammés. L'écriture scientifique est attrayante, on l'a dit ici, peut-être même passionnante, aisément accessible à n'importe quel lecteur, même un élève de l'école primaire peut lire ces livres. Par ailleurs, les 168 ouvrages et articles cités dans les différentes bibliographies renvoient aussi bien aux textes les plus vieux qu'aux récentes productions scientifiques par rapport à cette angoisse existentielle. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au corps de ces livres. Alors, quel est son âme? À partir de la réalité plurielle des groupes armés observés à l'est de la RD Congo, ces livres restituent les dynamiques complexes de la naissance, du développement, du foisonnement, des morts et des résurrections perpétuelles des groupes armés qui pilulent et fragilisent le développement dans la partie est du Congo.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que la situation en République démocratique du Congo est dramatique. C'est vraiment dramatique ce qui se passe. Il s'agit de grilles d'analyse et de lecture qui permettent une compréhension variée, à la fois historique, mais aussi entrer dans les réalités d'aujourd'hui, où nous disons que la violence extrême nourrit le chaos organisé qui règne dans notre pays. Peut-être, il est possible que nous soyons en train de vivre la dernière guerre. La dernière guerre, parce que si le Congo la gagne, il peut la gagner définitivement. Mais si le Congo la perd, il peut aussi la perdre définitivement. Vous pouvez comprendre les conséquences. Malgré le fait que les groupes armés formels et informels, officiels et officiers sont présents à l'est du pays depuis les années 1960, les observations des auteurs montrent que c'est depuis 1994, c'est-à-dire l'année du génocide au Rwanda, que les groupes armés se sont multipliés et l'angoisse sécuritaire s'est généralisée dans les pays. Et la RDC est installée en permanence dans une situation où s'enchevêtrent des conjonctures de guerre et celles de ni guerre ni paix, parce que les groupes armés sont omniprésents. Et tout cela apparaît comme l'aboutissement d'un long processus de fragilisation de l'État. Dans la conjoncture actuelle, je parle de 2023, l'État a perdu le contrôle de vastes portions de son territoire, jusqu'à ce moment où nous parlons. Dans les régions sous-administrées, l'État a perdu le monopole de la violence légale. Donc, il n'est plus le seul à dire la justice. D'ailleurs, dans beaucoup de territoires, la résolution des petits conflits, les gens préfèrent s'adresser auprès des groupes armés au lieu de s'adresser auprès des OPG. Dans les zones contrôlées, soit par une diversité plurielle, des groupes armés formels et informels, invités et agresseurs, la violence s'est privatisée. Fragmentée entre multiples groupes étrangers et milices armées à caractère soit étatique, nous avons aujourd'hui des armées des pays qu'on a invités, soit ethniques, locales, subversives, religieux ou sécessionnistes qui entretiennent un haut niveau d'insécurité générale. Tous les processus initiés ont échoué. Luanda, Nairobi, East African Community, SADC, Coalition FARDC Wazalendo l'ont répertorié à ce jour 5,7 millions de personnes déplacées. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Tanganyika. Alors que les affrontements de 2023 et de 2023 indiquent le chiffre de 390 000 femmes et enfants déplacés dans le Nord Kivu seulement, qui vivent sous la belle étoile au moment où nous parlons. Les exactions des groupes armés, y compris des forces de défense et de sécurité, et l'impunité sont devenues la règle. Et les violations massives des droits de l'homme sont devenues banales. Donc on peut voir quelqu'un qui est mort, et puis ça n'inquiète plus personne. Alors, la surprenante stabilité pendant 30 ans de la présence des groupes armés qui règnent dans la partie est de la RDC suggère pour les auteurs une analyse en termes de chaos organisé. Nous pensons qu'il y a un chaos qui est organisé. Et une gouvernance vampirisatrice des services de sécurité et de défense dans un état en crise. Tout ceci s'explique par les principes de base en géostratégie de la défense, tel que rappelé récemment encore dans un forum par le professeur Henri Mova-Sakani. Je me permets de vous donner quelques-uns de ces principes. Mova disait ceci: tu ne retrouveras pas par les larmes ce que tu as perdu par les armes. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu vas gagner. Tu ne gagneras pas sur le tapis vert ce que tu as perdu sur les gazons. Si tu es un sportif, tu as perdu sur les gazons, ne pense pas que tu vas aller gagner ça sur le tapis. Tu ne gagneras pas à la table de négociation ce que tu ne peux pas gagner sur le théâtre des opérations. L'infrastructure de la diplomatie, c'est la force des armes qui est la superstructure. En dernier ressort, la diplomatie n'est pas synonyme de la politique étrangère. Il n'en est qu'une partie. La seconde partie est constituée de la force militaire et l'autre partie de la bonne gouvernance. Il faut donc associer les trois piliers. La bonne gouvernance, la diplomatie et la puissance militaire. Donc voilà par rapport à l'âme de ce livre. À quelle année l'esprit?
Comme l'a souligné le docteur Denis Mukwege dans sa préface, cet ouvrage est une quote-part des intellectuels congolais à la paix en RDC. Et c'est une œuvre qui devient réelle grâce à la contribution de la Fondation Friedrich Ebert. Notre pari qui était de proposer une vision à la fois synchronique et diachronique du conflit extrêmement complexe qui affecte l'Est de ces pays, en analysant les principales dimensions qui les composent, a été largement gagné et restitué en peu de pages pour permettre à tout Congolais désiré de lire, de les lire. Là encore, nous disons merci à la Fondation Friedrich parce que la Fondation a décidé de distribuer gratuitement ces livres. On les donnera gratuitement et surtout en version électronique. Les obstacles qui se dressaient à nous pour mener à bien tel exercice ont été surmontés, ce qui permet d'obtenir une vision électrique et détaillée des forces qui ravagent l'Est du Congo. Ce qui frappe quand on parcourt les différents chapitres et les différentes pages de ces livres, c'est le réalisme scientifique. Attention, quand je parle du réalisme scientifique, je voudrais dire le pessimisme de la raison. C'est le mot synonyme. C'est notamment en ce qui concerne les chances du succès du nouveau programme de désarmement et de mobilisation, relèvement communautaire stabilisation, PDDRCS, piloté par la MONUSCO depuis 2022, je l'ai dit, qui affecte de nombreux secteurs de la vie socio-économique dans la partie est du pays, mais aussi les récurrents échecs des processus internationaux qui se télescopent et se neutralisent. Bien plus, les pratiques sociales des acteurs des groupes armés, entrepreneurs de la violence, sont ingénieuses et perpétuellement dynamiques, c'est comme ça qu'on disait. Plus on étudie les ADF, moins on les comprend. Parce que chaque jour, ils sont capables d'une violence gratuite, inexpliquée rationnellement. Donc, il suffisait alors d'essayer de comprendre quelle est la sociodémographie, ils viennent d'où, ils sont nés comment, qu'est-ce qu'ils gagnent dans tout cela, quels sont les réseaux politiques dans lesquels ils se retrouvent pour avancer. Des pistes d'amélioration de la situation sont proposées, mais il y en a très peu. Et quasi tous les auteurs de ces livres s'accommodent pour reconnaître qu'il requérera un effort difficile et de longue haleine. Peut-être que la guerre actuelle est la dernière, je l'ai déjà dit. Cet ouvrage permet de mettre les doigts sur les failles structurelles qui expliquent les causes des conflits et les ressorts qui empêchent jusqu'ici de trouver une issue durable et salvatrice pour les populations et pour l'intégrité du territoire. Sur le plan de la gouvernance, la perception des groupes armés divergente entre l'Est et l'Ouest du pays. Alors, je me suis amusé à me dire peut-être que c'est suite au malentendu, aux méprises sur les agendas, les hypothèses multiples. Vous savez que l'Ouest du Congo se réveille toujours une heure en retard par rapport à l'Est. À force d'avoir une heure au bout de 30 ans, peut-être que nous avons eu plusieurs années de décalage. Et ça fait que pendant que là-bas les gens pleurent, ici les gens fêtent. S'il est vrai que certains groupes armés sont le fait des Congolais, et pour des agendas locaux, il y en a. Il est aussi vrai que certains autres groupes armés présents à l'est de la RDC ne sont pas une initiative congolaise. Et les voisins facilitateurs n'ont pas et non plus de stratégie propre. Donc, plus on se focalise sur un voisin, le fixisme, là aussi c'est contre-productif, c'est une vision moniste. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas une stratégie propre. Il suffit de retracer les réseaux de circuits suivis par les minerais du Congo et de regarder les parrains pour se rendre compte à l'évidence, non pas des complots récurrents comme les journalistes aiment le dire, mais des projets sans équivoque de mise en œuvre du processus de fragilisation de l'État. Des voisins vous annoncent qu'ils sont prêts et se bousculent même à envoyer leurs vétérans venir mener des campagnes militaires sur votre territoire, pourvu qu'ils en soient rémunérés par vous. Et vous leur adressez même des invitations. Mes chers frères et sœurs, même Jésus avait dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Mais Judas ne savait pas qu'il irait en fait se pendre du désespoir.
je me rappellerai toujours de la sagesse qui dit que les pédris de l'Afrique de l'Est s'en sont allés après avoir ravagé les champs de haricots de Kivu. Ce sont les pentades sud-africains qui ont été pris au piège par la suite. Faut-il rappeler la sagesse des grands-parents, les pères fondateurs de notre nation, qui nous invitaient à la prudence et à la prévoyance en ces termes. Tu avais coupé les bras de ton frère. Ne savais-tu pas que la guerre éclaterait un jour et que tu auras besoin de s'allier? Même notre hymne national débute par un ordre. Debout Congolais, unis par le sort, soyez unis dans l'effort, soyez un peuple ardent. Nous pouvons nous interroger si nous avons honoré cela. Comme le disait si bien Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, on doit le taire. Demain à l'aube, le peuple meurtri du Kivu-Ituri nous adressera ses salutations rituelles en ces termes. Êtes-vous guéri de votre sommeil? Et il nous regardera pour voir s'il y a encore quelques hommes vivants parmi nous. Voilà, mes chers amis, alors quelles peuvent être les perspectives, puisque j'ai beaucoup utilisé la sagesse de nos ancêtres? À force pour les chercheurs d'observer et d'essayer de comprendre les dynamiques des groupes armés, nous avons osé espérer ou faire passer aux gens qui peuvent pleurer en lisant ces livres à cause de cruautés subies aux Congolais de l'Est, pendant qu'un grand silence évoqué par le prof Pierre Morer ici s'observe dans la communauté internationale, et à Kinshasa les gens fêtent et jouissent. Alors faut-il blâmer plus ceux qui fêtent ou ceux qui se taisent? À bien lire les terrifiantes vérités rapportées dans ces livres, on peut se dire que le fait seulement que les populations civiles soient encore vivantes au Kivu est un miracle. Comment ont-ils fait pour survivre dans cette mosaïque des groupes armés? Certaines vérités sur les groupes armés sont lourdes à supporter. Et donc, je vous préviens, attention, en lisant ces livres, ayez votre mouchoir à côté, vous pouvez lire, vous pouvez pleurer. Pourquoi si peu d'ouvrages et de contes ont rapporté, par exemple, les massacres, les enterrements des femmes vivantes, les trahisons des propres fils du Congo contre leur propre héritage, les traîtrises, les sacrifices, ainsi de suite. À ce sujet, justement, je crois comprendre ce que disait le grand-père du professeur Prince Kaouma. Il disait ceci: lorsqu'il fait calme au cimetière, ne jetez pas de pierres. Mais toute l'histoire des groupes armés telle que racontée dans ces livres se passe à la manière du batteur du tam-tam qui bat son tam-tam. Mais attention, c'est le masque qui se fracture la jambe en dansant. Pour conclure, il faudrait que ça soit clairement compris par tous. L'idée générale dégagée ici, c'est que la guerre qui avait commencé en 1996 dans l'est de la RDC, qui a été relancée en 1998 et qui s'est poursuivie par intermittence depuis 2003 jusqu'à nos jours en 2024, est une guerre internationale qui a tourné court et non pas qu'une rébellion. Certes, cette guerre s'est simplement juxtaposée sur une mosaïque de rébellions et de groupes armés locaux. Bien que sa première cible fut le régime Mobutu, elle s'est transformée en guerre contre Mzee Kabila, puis contre le président Joseph Kabila, et à ce jour contre le président Félix Tshisekedi. En attendant peut-être demain de se trouver une nouvelle cible dans son évolution prochaine. Car il s'agit en fait d'une guerre programmée d'occupation, d'exploitation et de rééquilibrage socio-démographique des peuples sur certaines portions du territoire congolais. Certains chercheurs essayaient de parler d'avacanisation, mais il est déjà là. Les bandits attaquent votre maison. Au lieu qu'ils soient indexés comme des personnes maudites, c'est votre maison qui est indexée comme une résidence hantée. Et vous invoquez des marabouts pour prier. Si l'on avait prioritairement besoin d'un médecin pour traiter la guerre, il nous faut sans doute les ingénieurs pour construire la paix, selon les normes esthétiques, écologiques et éthiques
voie spirituelle. Car la paix est une valeur spirituelle et elle va vous exiger, mes chers amis, d'être puissants. Mon grand-père, et je clôture par là, avait l'habitude de m'accompagner de temps en temps à l'hôpital. Puisque mon père et ma mère ne supportaient pas les voix qu'on me pique. Mais en cours de route, mon grand-père ne cessait de me préparer psychologiquement en me disant que lorsque nous serons devant les médecins, il faut faire attention de ne pas beaucoup parler. Sinon, les médecins risquent de penser que vous parlez beaucoup parce que vous êtes malade mental. Et ils risquent de vous séquestrer dans la chambre des malades mentaux. Et donc, lorsqu'on parle devant un public, il faut savoir arrêter avant que le public arrête de vous confier son attention. Je vous remercie. Alors, nous tenons sincèrement à remercier